Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast de la NARF. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Franck Verdonck. Bonjour Franck. Bonjour Clément. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, en quelques minutes, je suis maître de conférence universitaire à Sorbonne Université et praticien hospitalier en anesthésie et réanimation. Je suis responsable de l'anesthésie et la réanimation en chirurgie, en particulier digestive, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors j'ai un parcours, en quelques mots, d'interne d'anesthésie et réanimation qui s'est interrompu pendant quelques années, pendant 3 ans, pour une thèse de sciences à l'Institut Pasteur autour de la thématique des neurosciences, et en particulier sur les complications cognitives associées soit au sepsis, soit à un boost inflammatoire. Et donc tout ceci sur des modèles murins, des modèles expérimentaux, à la fois de sepsis par péritonite ou de lipopolysaccharide, d'injection de lipopolysaccharide. Donc je me suis intéressé à l'impact de cette stimulation sur les cellules microgliales et puis au long cours, à la fois sur le comportement des souris, mais également sur la cognition. Donc ça a été l'objet de ma thèse de sciences. Et puis ensuite, j'ai réalisé un postdoc aux États-Unis, à l'université de Stanford, sur les liens entre l'immunité périphérique et les complications cognitives post-opératoires. Et tout ceci basé sur un PHRC que nous discuterons certainement juste après, autour de la kétamine, sur la prévention des troubles cognitifs post-opératoires. Donc voici mon parcours. D'accord, donc c'est ce parcours qui t'a amené à la dysfonction cognitive post-opératoire. C'est quoi en fait en pratique ? Alors la dysfonction cognitive post-opératoire, c'est un vrai sujet. Périopératoire, dirons-nous, c'est un vrai sujet. C'est un sujet, alors vraiment pour être très, très transparent, où la recherche, j'ai envie de dire, débute à peine. On est aux prémices de la recherche autour des troubles cognitifs périopératoires. Juste par comparaison, on a en gros 1000 à 10 000 fois moins d'articles publiés autour de la dysfonction cognitive périopératoire qu'il y en a sur le stroke. Donc c'est vraiment, on est aux prémices de la recherche et tu le verras finalement en termes d'hypothèses physiopathologiques, en termes de traitement, de prise en charge, on est encore au début. Qu'est-ce que la dysfonction cognitive post-opératoire ? Eh bien en réalité, c'est pas un seul domaine, c'est 2 domaines nosologiques qui sont très distincts, très différenciés. C'est le délirium d'un côté et les dysfonctions cognitives post-opératoires qu'on appelle encore POCD, Post-Operative Cognitive Dysfunction Disorders, ou Post-Operative Neurocognitive Disorders. Et ça, ce sont des troubles cognitifs un peu plus fixés dans le temps. Donc le délirium, on en parlera probablement après sur les modalités diagnostiques, mais le délirium, il faut retenir que c'est une définition psychiatrique. Le délirium, c'est une définition du DSM-5, le manuel des psychiatres, et la définition à l'inverse des troubles cognitifs post-opératoires, POCD, POND, sont plutôt des définitions qui sont neurologiques, qui nécessitent des tests cognitifs, et en particulier qui nécessite un test cognitif préopératoire, un test cognitif post-opératoire, parce que c'est une évolution qui permet de définir des troubles cognitifs post-opératoires et pas un seul diagnostic à un temps T. Et ça, c'est plutôt une définition neurologique, bien qu'on verra aussi peut-être tout à l'heure que les définitions ont été récemment modifiées pour essayer de se coller un peu plus au DSM-5. Et un patient en délirium, c'est un patient qui s'agite et qui crie en SSPI, c'est ça en fait ? Alors non, c'est beaucoup plus large que ça, et d'ailleurs même, j'ai envie de dire 20 fois plus large que ça, puisqu'en réalité, le délirium post-opératoire a plusieurs possibilités d'expression. Alors on a la possibilité d'expression hyperactive, qui est celle que tu cites et que celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire le patient qui s'agite en post-opératoire, en SSPI ou même dans les étages, parce qu'on verra que le délirium, globalement en périopératoire, ça apparaît dans les 3 premiers jours post-opératoires, avec un pic à J2. Donc on est plutôt sur des phénomènes qui sont précoces, très précoces, et qui peuvent être très très forts, très marqués, pour lesquels on est appelé fréquemment. Mais en réalité, ça, c'est 5 à 10% maximum des déliriums, et c'est en particulier les déliriums chez les jeunes. Et finalement, c'est la population qui est quasiment la moins concernée par les déliriums. La majorité des déliriums sont des déliriums qui sont dits mixtes ou hypoactifs, c'est-à-dire c'est les patients qu'on adore. Je dis ça de manière très ironique, mais c'est les patients qui sont très très stables, couchés au fond de leur lit, qui ne bougent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les déliriums hypoactifs. Et en réalité, c'est donc les expressions motrices du délirium sont variables. Et donc, non, le délirium, ce n'est pas que le patient qui s'agite, mais c'est bien le patient qui s'agite, une faible minorité. Mais c'est surtout le patient qui ne s'agite pas, qui reste mou au fond de son lit. Et on peut en discuter tout de suite. C'est comment est-ce qu'on fait le diagnostic de délirium. Parce qu'on a vu le patient qui s'agite, c'est finalement assez simple. Mais le patient qui ne s'agite pas, là, c'est plus compliqué parce que personne ne vient nous solliciter pour un patient qui ne bouge pas. Et en réalité, le délirium, ça se pose sur... et c'est toute la difficulté du diagnostic du délirium, en particulier hypoactif ou du délirium mixte, c'est comment est-ce qu'on va aller le chercher. Eh bien, il y a des critères très clairs de délirium qui sont les critères du DSM-5
Et c'est l'association de 4 à 5 critères, en l'occurrence de 5 critères majoritaires dans le DSM-5, qui permet de poser la définition de délirium. C'est des troubles de l'attention associés à des troubles de la conscience. Ça doit être à début brutal et fluctuant au cours de la journée. Ça doit toucher au moins une aire cognitive. Ça ne doit pas être expliqué par un trouble neurocognitif préexistant et ça doit être expliqué par, quelle que soit la raison, mais il doit y avoir un mécanisme qui puisse expliquer l'arrivée de ce délirium. La période périopératoire est un magnifique marqueur, ou en tout cas un magnifique élément qui peut susciter un délirium. Donc c'est l'association de ces 5 éléments qui permet de diagnostiquer un délirium. Alors là, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on fait ? On utilise l'échelle CAM, la Confusion Assessment Method, ou CAM-ICU pour les patients intubés. Très très simple, moins d'1 minute, faisable par les médecins, mais alors on l'a démontré très très récemment à la Pitié-Salpêtrière par exemple, c'est également faisable par les infirmiers ou les aides-soignants. D'accord. Et en pratique, il va donc falloir rechercher ce délirium chez tous les patients ou bien chez des patients chez qui on identifierait des facteurs de risque ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? Alors oui, il y a des facteurs de risque. Donc idéalement, et dans un monde idéal, probablement il faudrait le rechercher chez tout le monde. Après, on sait qu'il y a des patients qui sont très sensibles au fait d'être sujets à une chirurgie. Et il y a des facteurs de risque qui sont d'ailleurs communs entre le délirium et les troubles cognitifs post-opératoires, qui sont finalement un peu les critères de fragilité. C'est-à-dire les patients âgés, plus de 60 ans et certains diraient plus de 80 ans, les patients avec des comorbidités importantes, les patients qui ont des antécédents de troubles dépressifs ou de troubles cognitifs évidemment, les patients qui sont intoxiqués, que ce soit les benzodiazépines, donc je considère que c'est une intoxication, mais aussi toutes les autres drogues qui peuvent être utilisées, l'alcool, les patients qui sont alcooliques chroniques sont à risque. Et puis, ça c'est les facteurs de risque dits liés aux patients. Mais on a également des facteurs de risque qui sont liés à la chirurgie. Certains types de chirurgies sont très probablement à l'origine de troubles cognitifs que sont les chirurgies urgentes, la chirurgie cardiologique, enfin la chirurgie cardiothoracique et la chirurgie orthopédique sont des chirurgies vasculaires également. Toutes les chirurgies très lourdes sont à risque de délirium. Et enfin, j'insiste parce que c'est majeur, c'est qu'en post-opératoire, le délirium est parfois l'expression d'une autre pathologie. Et donc il faut systématiquement aller rechercher les causes organiques à l'origine de délirium. Et systématiquement, c'est le sepsis ou l'infection, l'anémie, l'hypoxémie, la douleur. C'est les 4 éléments qui sont à l'origine de délirium. Et donc, c'est les principes. Et ça, c'est presque le seul message à retenir. C'est vous avez un délirium et c'est tout l'intérêt d'aller rechercher le délirium. Parce que si vous n'allez pas chercher le délirium hypoactif, vous allez passer à côté de 92% des patients. Mais s'il y a un délirium, première chose à retenir, c'est aller rechercher une cause organique. Sepsis, anémie, hypoxémie, douleur. Parfait, c'est clair. Donc en même temps, ça répond en partie à la question que j'allais te poser, c'était quel était le traitement. Donc là, on comprend qu'il faut s'attacher à la cause. Et est-ce qu'il y a des traitements qui sont non étiologiques ? Alors, c'est un peu, et ça revient à la premier élément de ma discussion, c'est qu'on est encore au balbutiement de la recherche. Donc pour l'instant, très peu de traitements recommandés, voire pas de traitements recommandés pour réduire l'incidence du délirium. Il y a quelques données pour parler potentiellement de la dexmédetomidine. On l'a vu surtout en réanimation autour de la chirurgie cardiaque, que potentiellement ça pourrait réduire l'incidence du délirium. Donc ça, je parle dans la prévention. Kétamine, pas trop d'effet, on peut en parler. La dexaméthasone, tous les corticoïdes qui limitent la neuroinflammation, peu ou pas d'intérêt. Toutes les pathologies, tous les traitements qui jouent sur la neurotransmission, pareil, pas trop d'intérêt. En particulier sur les déliriums hypoactifs. Bref, mais il y a très peu d'éléments qui permettent aujourd'hui de dire qu'il existe des médicaments pour réduire l'incidence du délirium. Maintenant, une fois qu'on a le délirium, est-ce qu'il y a des traitements ? Délirium hypoactif, réponse non. Délirium hyperactif, réponse potentiellement oui. Et il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est l'halopéridol, l'aldol. Voilà. Un neuroleptique, point, terminé. C'est clair. Vous avez coordonné la POC Study en quelques mots. En quoi consistait cette étude ? Alors cette étude, c'est une étude qui s'intéressait à l'impact de la kétamine en prévention des troubles cognitifs post-opératoires et puis en prévention du délirium. C'était 0,5 mg/kg qui était injecté à l'induction d'anesthésie avant une chirurgie orthopédique majeure. Les résultats vont bientôt paraître, on l'espère. Je peux vous en donner la primeur. C'est globalement pas d'effet sur l'incidence à la fois des troubles cognitifs ou du délirium. Ça n'aggrave pas et ça n'améliore pas, ce qui était quand même l'effet recherché. Néanmoins, petit élément qui était un élément secondaire, un impact potentiel sur
l'incidence de la dépression post-opératoire qui est diminuée par la kétamine. Et je rappelle que la kétamine est utilisée par les psychiatres et c'est un peu le traitement qui s'envole en psychiatrie pour le traitement de la dépression, en particulier la dépression réfractaire. La kétamine à 0,5 mg/kg est injectée même en hôpital de jour pour réduire les symptômes de la dépression et ça a été bien largement démontré. Donc on s'inscrit finalement dans cette logique-là, la kétamine en prévention de la dépression post-opératoire, qui n'est pas un élément qui est négligeable puisque ça peut toucher entre 10 et 24% des patients post-opératoires. Bien, merci Dr Verdonck. On a maintenant des idées claires sur le diagnostic, le traitement et puis des pistes de recherche. Et je pense qu'on vous recevra à nouveau à ces futures occasions. Merci beaucoup Clément pour cette interview. Merci.